Enregistrement. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire intitulé France et USA, relations interculturelles, quelles sont les clés du succès? Donc, vous pouvez bien sûr poser vos questions dans les commentaires, nous y reviendrons à la fin du live et nous les poserons à tous nos experts qui sont présents aujourd'hui. D'ailleurs, je vais les présenter. Donc, nous avons avec nous Flora Tromelin, qui est la fondatrice et PDG de FCT Strategies, qui est une LLC basée à Phoenix, donc dans l'Arizona, comme tu l'as dit. Flora est une experte en relations publiques et communication avec plus de 20 ans d'expérience en management, diplomatie, marketing, communication, étiquette et gestion de projet. Et elle a aussi 7 ans d'expérience dans le soutien d'initiatives locales pour des organisations à but non lucratif, telles que les chambres de commerce par exemple. Flora a obtenu son master en marketing et management à Reims et a plus récemment obtenu un master certificate en communication interculturelle et gestion de crise internationale, encore une fois dans l'Arizona, à la Thunderbird School of Global Management à Phoenix. Avant de s'installer aux États-Unis, Flora a une très belle carrière. Elle était chef du protocole de l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Elle faisait donc partie du cercle des conseillers proches de l'ambassadeur américain et était notamment responsable de la création et l'implémentation d'événements et de projets diplomatiques interculturels. Flora a dirigé avec succès des équipes internationales comptant jusqu'à 35 personnes et a organisé des événements rassemblant jusqu'à 5000 participants. Elle est passionnée par l'établissement de relations qui favorisent les partenariats à long terme et a hâte de partager son expérience avec vous tous. Flora, est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, je crois que tu as tout dit. Merci beaucoup. J'ai hâte d'en dire plus un petit peu plus tard pendant la formation. Il y a beaucoup à dire au niveau de la communication interculturelle France-États-Unis. Merci. Merci. Maintenant, je vais présenter Christina. Donc, Christina Rebuffet accompagne ses clients dans l'amélioration de leur business English depuis 2004. Elle a personnellement coaché des centaines de clients et chaque semaine, il y a quasiment 500 000 abonnés qui suivent ses leçons de Business English with Christina sur YouTube. Donc, allez voir. Elle a fondé Business English with Christina en 2015 et aujourd'hui, son équipe compte 7 formateurs dans 4 pays différents qui sont tous formés à sa méthode qui est basée sur les neurosciences et les principes de Brain-Friendly Learning. Ces cours en ligne ont été présélectionnés pour des prix de l'innovation en business English et elle a été présentée dans des publications telles que l'Express Entreprise et Cadre Emploi. En tant qu'Américaine vivant en France, elle sait ce que c'est que d'apprendre une langue étrangère et met aujourd'hui son expertise et son enthousiasme de cette interculturalité dans chacun de ses programmes. Très bien, j'ai rien à ajouter. Et très bien pour les mots en anglais aussi qui ont été parsemés dans le descriptif. Allez, pour le fun. On parle franglais. On parle franglais ici, on est d'accord avec les anglicismes. Oui. Et du coup, Christina, je te laisse commencer. D'accord, ok. Donc, bonjour ou bonsoir à tout le monde. J'ai aussi un chat derrière qui joue avec les rideaux, je vois. Donc, alors moi, comme ça a été dit, moi, je suis vraiment spécialiste dans tout ce qui est vraiment l'apprentissage de l'anglais, notamment pour les adultes dans un contexte professionnel. Et on va dire, puisque je vis en France, je travaille beaucoup avec des Français qui travaillent souvent avec des Américains. Et du coup, on va dire, au fil des années, ça fait que j'ai pu constater vraiment un certain nombre de choses, alors qu'il faut travailler, qu'il faut améliorer, d'autres où on voit on va dire la majorité des personnes qui se font des blocages dessus alors qu'il n'y a pas besoin forcément. Et ce qu'on va regarder, c'est de voir justement des choses à garder en tête quand vous allez parler avec des Américains, parce que si vous allez vous installer là-bas, forcément, vous allez côtoyer des Américains au bout d'un moment. Ou si vous restez en France, mais vous travaillez avec des Américains aussi, il y a des grandes chances que ça se passe en anglais, on va dire pour le meilleur ou pour le pire, c'est comme ça. Donc, des choses à garder en tête quant à l'usage de l'anglais. Et je pensais aussi que pendant que j'évoque tous ces points, Flora, Sylvain, Alexandre, si vous avez justement des choses à rajouter de votre expérience en tant que Français aux États-Unis, bien sûr, c'est vraiment avec plaisir, ça ne va qu'enrichir la discussion.
Donc, la première chose, je pense que c'est est-ce qu'il faut parler anglais aux États-Unis? On connaît tous des immigrés qui n'ont aucun niveau d'anglais qui survivent. Moi, je dis c'est dommage juste de survivre, en fait, dans une expérience d'expatriation, d'immigration. On ne va pas dans un pays pour survivre, on y va vraiment pour vivre et pour profiter de l'expérience. Et la connaissance et la pratique de la langue, ça fait partie de cette expérience. Ça fait que vous allez pouvoir rencontrer des amis américains, mieux travailler, être plus à l'aise, s'adapter au mieux et du coup être mieux dans votre peau dans cet environnement qui vous sera complètement étranger pendant un certain temps. Après, ça s'améliore, je promets. Par contre, il n'y a pas besoin de maîtriser l'anglais, au moins au début, parce que ça va venir avec la pratique. La pratique, on va dire, c'est pas parce qu'on va vivre dans un pays qu'on va apprendre la langue forcément, mais si vous faites l'effort, vous essayez d'engager la conversation, vous osez, vous cherchez à pratiquer, vous allez forcément vous améliorer dans l'anglais. Alors, donc, il n'y a pas besoin de se dire, je ne peux pas y aller parce que je ne maîtrise pas encore l'anglais. Je pense que personne ne maîtrise l'anglais, moi compris. Parce qu'une langue, c'est vivant. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde se trompe des temps, tout le monde se cherche des mots. Vous allez entendre pendant ma présentation, il y aura sûrement plein d'erreurs de partout, alors que ça fait 15 ans que je vis en France et que je trouve que mon niveau n'est pas trop mauvais, mais il n'est pas parfait. Et si j'avais attendu justement de maîtriser le français avant de venir en France, je serais toujours au Mississippi en train de réviser avec des livres et peut-être des podcasts maintenant. Mais il n'y a pas besoin de maîtriser, on n'a pas besoin de se mettre cette pression d'être parfait en anglais. Par contre, il faut quand même partir avec des bonnes bases. Il ne faut pas se dire non, mais je verrai quand je serai sur place, je vais attendre là-bas, ça sera plus facile. Il faut partir avec des bases quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on va dire, les amis français. Je peux intervenir? Oui. Oui, je trouve que c'est très juste et c'est d'autant plus juste aux États-Unis. En France, on a le système scolaire, et j'y reviendrai plus tard, mais le système scolaire n'encourage pas forcément l'apprentissage des langues étrangères, dans la mesure où si quelqu'un fait une erreur, il va tout de suite être pointé du doigt. Oh non, ça va pas, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut comprendre que quand vous venez aux États-Unis, tout le monde est tolérant avec les langues étrangères et sont vraiment vont pas vous reprendre. Ça, c'est quelque chose de typique. Oui. Les Français vont vous reprendre systématiquement quand vous parlez en français et que vous faites une erreur. Aux États-Unis, pas du tout. Ouais. Et ils vont pas vous reprendre. Ils vont parfois vous faire comprendre, ils vont vous dire qu'ils ne comprennent pas ce que vous venez de dire, mais ils ne vont pas vous reprendre si vous faites une erreur grammaticale. Donc, je pense que c'est quelque chose, une crainte qui est souvent prononcée par les Français. Les Français ont peur souvent de parler quand ils sont à l'étranger et je voudrais vraiment insister là-dessus et dire qu'aux États-Unis, il ne faut pas avoir cette crainte. Par contre, comme le dit Christina, si vous voulez commencer un business aux États-Unis, il faut quand même mieux connaître au moins les bases. Ouais, là, tu as évoqué quelque chose, tu as dit le mot survivre. On ne vient pas aux États-Unis pour survivre. Si vous venez aux États-Unis, c'est pour vivre correctement. Alors, tous les business n'auront pas le même niveau de nécessité, c'est pas le terme que je voulais dire, mais n'auront pas le même niveau d'exigence, merci. N'auront pas le même niveau d'exigence en anglais. J'ai vu des gens très, très bien réussir avec un niveau moyen, mais où ils étaient très forts dans leur domaine professionnellement et où leur communication se limitait à leur domaine. J'ai un chef en pâtisserie en tête, en l'occurrence, qui a fait une réussite exceptionnelle à l'époque. Son anglais n'était pas obligatoirement exceptionnel. Par contre, c'était un chef en pâtisserie extraordinaire et il savait très bien s'exprimer avec ses collaborateurs. Maintenant, dès qu'on va être en B2B, si vous devez en business to business, si vous devez négocier des contrats, si vous devez avoir des meetings professionnels, si vous avez du mal à comprendre ce qu'on vous dit et si vos interlocuteurs ont du mal à vous comprendre, là, ça va devenir plus compliqué. Et là, justement, je pense que ça sera
Si vous avez des situations comme ça vaut la peine vraiment d'investir dans justement des coachings ou des formations pour être préparé à ces situations, pour justement, on va dire, accélérer l'intégration et la réussite d'un projet aux États-Unis. Juste pour dire par rapport à l'accent et puis le fait de ne pas reprendre les erreurs, je sais que souvent j'ai des clients en fait qui me disent ouais, mes collègues américains, ils me corrigent jamais, ça m'embête un peu. Mais il faut savoir qu'en fait, comme on dit souvent, les États-Unis, c'est un pays d'émigrés. Donc, dans la création du pays, on avait des Italiens, des Chinois, des Allemands, des Scandinaves, des Français aussi. Et du coup, on avait tous ces gens qui ne parlaient pas l'anglais comme langue maternelle, qui devaient vivre et travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on est peut-être plus tolérant, justement, quand quelqu'un ne parle pas parfaitement, qu'il a son accent, parce que ça a toujours été comme ça, en fait. Et du coup, ils vont peut-être être plus indulgents. S'ils ne comprennent pas, ils vont le dire ou vous allez voir sur le visage de la personne. Mais il n'y a pas besoin d'être parfait ou de maîtriser et d'avoir honte de son accent. Je sais que j'ai beaucoup de clients français qui me disent « Ouais, j'aime pas mon accent. J'aimerais bien travailler. » Alors, pas forcément parler comme un Américain, mais il faut juste savoir qu'en fait, tant que votre accent est compréhensible, que ça ne pose pas trop de difficultés à votre interlocuteur pour vous comprendre, à partir de là, vous avez un accent parmi d'autres, et il y en a plein des accents aux États-Unis, tant chez on va dire les immigrés, qu'entre Américains. Mon accent du Mississippi, c'est rien à voir avec quelqu'un qui vient de Boston, par exemple. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir honte de son accent. Il faut travailler pour que ça soit compréhensible, mais vous pouvez garder votre accent français et ça peut être un atout selon ce que vous faites, en fait. Donc, il ne faut pas en avoir honte, il faut le garder. De toute façon, vous allez le garder, même au bout de 15 ans dans un pays. Et si je peux me permettre, en fait, Oui. ils adorent l'accent français, les Américains. Oui. Ils l'adorent, il ne faut pas le perdre. C'est ça, oui, non, c'est très vendeur. C'est un atout. Moi, après 12 ans ici, je suis toujours le French guy Voilà. au sein de ma profession. Et ce qui me fait des fois un petit peu rager, c'est que des fois, dans une discussion que je commence avec quelqu'un, je dis seulement « hi » et le gars il me regarde « ah, you're French » après un mot. Ouais. J'ai le même problème. Ah, bonjour. Ah, vous venez d'où? Bon. Voilà. Pareil. Si je peux témoigner. Donc, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est exactement ça. Moi, j'étais nul quand je suis arrivé. Hein, voilà. Et ce qui n'a pas facilité les choses, c'est qu'en plus, je travaillais à la maison pour un client français. C'est débloqué quand j'ai commencé à travailler en américain. Bon, quand je me suis marié avec une américaine aussi, ça aide un peu pour se comprendre du coup. Mais par contre, c'est tout à fait vrai. On apprend en fait en parlant avec les gens. On finit par, comme ma fille, comprendre en fait sans avoir à traduire le terme en fait, parce que le mot dans son contexte, vous allez commencer à le comprendre. Et j'utilise des mots en anglais, je ne suis pas capable de les traduire en français. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et effectivement, pour l'accent, j'ai le worst accent ever. Alors, avec Sylvain et Christian Bréchot, on est les trois, je pense, en Floride où on a la palme. Donc, c'est parfait. Mais c'est vrai, ils adorent l'accent français. Ils adorent l'accent français. Par contre, ce qu'ils n'aiment pas, c'est quand on parle en français entre nous, avec nos employés. Par exemple, c'est comme si vous entendiez parler des Allemands entre eux. Vous trouvez que c'est rugueux, que c'est rough, etc. Et en fait, non. Donc, du coup, ils ont l'impression qu'on les critique quand on parle en français entre nous, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, il vaut mieux parler un mauvais américain, si je puis dire. Et alors, ça aussi, il n'y a pas quelqu'un qui parle bien américain. J'en ai jamais rencontré, hein, des gens qui parlaient bien américain. Pour rassurer tout le monde aussi, en Floride, 75% des gens, ils s'arrêtent au high school diploma, ce qui serait un équivalent de seconde générale pour nous. Donc, vous attendez pas à trouver la fleur de la fleur non plus ici, qui parle super bien. Mes employés, ils écrivent moins bien anglais que moi. Ouais. Donc, faut, voilà, toute raison garder. Il faut, au contraire, c'est très bien d'arriver et de pas, voilà. Mais par contre, je regrette de ne pas avoir eu les bases. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même
avoir du coaching avec toi avant ou avec quelqu'un et pour pouvoir arriver quand même avec des bases, minimum de bases business qui sont importantes dans les échanges et dans la compréhension des contrats, etc. Même quand on a Sylvain pour nous relire les contrats. Voilà. Pour rebondir, si vous le permettez, sur ce que vient de dire Alexandre, en fait, je travaille avec les Américains depuis très longtemps et en fait, je parle moins bien anglais qu'avant parce que ici, on ne parle pas anglais, on parle américain. Américain. Et les Américains souvent me disent « Oh là là, qu'est-ce que tu parles bien anglais ?» Parce que en France, on apprend la grammaire anglaise, vraiment la pure grammaire anglaise avec les règles, etc. Et ici, pas du tout. C'est beaucoup plus libre et j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation, mais ça fait partie des différences culturelles. C'est ça, ouais. Et justement, ça aussi, c'était quelque chose que je voulais aborder. En fait, l'anglais américain, enfin, je veux dire peut-être comme les Américains, sont assez détendus, en fait. Donc ça, vous verrez justement dans les relations, il y a toujours... par exemple, je pense que c'est le stéréotype même du chef. Vous arrivez, vous dites « Oh, hello, Mr. Smith. Oh no, call me Bob. » Et du coup, on a justement des relations, et je pense que Flora, peut-être, elle en parlera plus, mais des relations qui semblent, au moins à la surface, plus détendues. On a moins de formalisme, moins de rigidité. Ça ne veut pas dire que le formalisme, la rigidité, la structure, la hiérarchie n'existent pas. Ils sont là, mais ils sont emballés avec plus de détente. C'est un peu plus friendly, si on peut dire. Donc, les échanges en anglais aussi, ils vont être souvent de manière très, on va dire, un registre plus amical, en fait, même entre collègues, même entre, on va dire, un employé et son chef. La façon de parler va être plus détendue, moins formelle, moins académique, du coup peut-être moins bien structurée, peut-être la grammaire, on n'y fait pas, on prête pas forcément attention. Et si justement vous parlez trop bien anglais, vous mettez les mots de liaison comme moreover un peu partout, etc. Ça peut créer de la distance, en fait, parce que ça fait que vous placez, on va dire, dans une posture de supériorité intellectuelle par rapport à la personne et ça peut être mal interprété. Ce n'est pas votre intention, mais justement, la façon de parler anglais, ça va être plus détendu parce que c'est ce qui met tout le monde à pied d'égalité. Et comme on sait qu'aux États-Unis, l'idée, c'est que tout le monde peut tenter sa chance, tout le monde peut partir en bas pour arriver tout en haut. Et le langage, la façon de parler, ça véhicule justement cette vision de la société, en fait. Je crois qu'une dernière chose que justement je peux dire sur la langue et la pratique de la langue, c'est de ne pas négliger deux choses. Ça va être plutôt la positive attitude. Quand on est en échange avec des personnes, je vois que, par exemple, si on peut demander à quelqu'un en France comment ça va, alors je caricature très largement, on est d'accord. Mais on voit que les personnes, ils vont parler de ce qui ne va pas, des problèmes qu'ils ont, de choses, des difficultés qu'ils ont du moment. Et aux États-Unis, on va plus chercher en fait tout ce qui est optimiste, positif. Alors, on ressent peut-être des frustrations, des difficultés, on n'est pas bien ce jour-là, etc. Mais dans des discussions, par exemple, de small talk, on va chercher à créer justement une ambiance positive, de chercher des choses qu'on a en commun. On ne va pas chercher à débattre, on ne va pas chercher à critiquer tout. On va plutôt rester dans une attitude positive, optimiste, encore, même si ça reste peut-être, effectivement, peut-être superficiel, mais quelqu'un qui parle de tout ce qui ne va pas, très rapidement, ça va, comme on dit en anglais, kill the conversation, ça va tuer la conversation. Donc, peut-être d'essayer de faire attention à ça. Et, j'ai une anecdote souvent sur ça. Pardon, excusez-moi. Oui. J'ai une anecdote souvent sur ce sujet. C'est quand on demande à un Américain comment il va, il répond bien. Quand on demande à un Français comment il va, il répond
pas mal. Pas mal. Quand on demande à un Américain quel temps il fait, il répond beau. Quand on demande à un Français quel temps il fait, il répond pas mauvais. Oui. Donc, il y a un côté, effectivement, de mettre un élément négatif, même dans le positif. Donc, non, quand un Américain vous demande « How are you doing ?», ils n'attendent pas à ce que vous leur disiez que votre chien est mort le matin. Même si c'est triste, c'est très, très triste, ils ne s'attendent pas à ça. Quand ils vous demandent ça, vous répondez « good »,« fine »,« very well ». Mais voilà, même si, malheureusement, votre chien a eu un problème. Voilà. Donc, oui, donc c'est un peu ça. Et justement, dans le small talk, l'idée, parce que parfois, on rapproche aux Américains que le small talk, oui, c'est superficiel. Celui-là, je n'ai pas envie d'être son ami, je n'ai pas envie de raconter ma vie, etc. Le small talk ne sert pas à construire une relation durable avec la personne, à devenir son ami. Ça sert en fait à trouver ce qu'on a en commun, trouver ce qui nous rapproche pour ensuite peut-être travailler ensemble. Ça va fluidifier un peu les relations professionnelles. Et le small talk, ça sert plutôt à ça. Et juste pareil, une anecdote. Hier, j'ai rencontré par Zoom un Américain qui travaille avec une entreprise française dans laquelle je vais intervenir demain pour faire une formation sur comment vendre à des Américains par des vidéos. Et je crois qu'on a passé la moitié de la discussion à parler de sa tante qui adore le vin blanc de la Nouvelle-Zélande. Il habite au Colorado, du sport qu'il fait. Et du coup, on a pu parler, le vin, on peut en parler ensemble. Les sports de montagne, on peut en parler ensemble. Et tout ça, ça a servi à emballer notre discussion professionnelle qui était sur ces gens-là, demain que je forme, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir de ton point de vue en tant qu'Américain. Donc, il ne faut pas négliger le small talk. Ça a un vrai intérêt professionnel. Ce n'est pas le sujet de discussion qui compte. C'est, on va dire, l'exercice du small talk pour créer et consolider la relation. Donc, je pense que sur ce, je vais passer la parole à Flora, qui va justement nous en dire plus sur tout ce qui est vraiment la communication. Et j'aimerais juste faire une toute petite intervention juste avant. Je vois des questions dans le chat. Continuez à les poser. Nous y répondrons encore une fois à la fin de ce petit webinaire. Merci Christina, parce que j'adore, parce qu'il y a plusieurs points que je vais évoquer plus en profondeur qui ont été évoqués dans ta présentation. Et ce qui est intéressant, c'est que ta présentation était vraiment centralisée sur la langue anglaise. On l'a dit, c'est un élément qui est important quand on s'expatrie dans un autre pays. Là, on est focalisé sur les États-Unis, mais quel que soit le pays, c'est important d'apprendre la langue. De même qu'il est important de s'intéresser à tout ce qui est légal, donc de s'assurer qu'on a les autorisations de travail, qu'on sait où on met les pieds d'un point de vue juridique. Et malheureusement, trop souvent, les futurs expatriés ne s'inquiètent pas du problème culturel, du choc culturel. Et parce que les États-Unis sont considérés comme des alliés depuis toujours et des Occidentaux comme nous, les Français, les Européens en général, ont l'impression que ça va être super facile. Il faut bien comprendre que s'expatrier aux États-Unis, c'est un gros choc culturel. Il y a de grosses différences entre les Français et les Américains, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs que des Suédois et des Américains, des Espagnols et des Américains. En fonction de notre histoire, en fonction de notre langue et en fonction de notre passé, les différences culturelles vont être importantes. Donc, j'aimerais dire un petit point historique sur la communication interculturelle, qui est ma spécialité. Je ne devrais pas dire spécialité parce qu'on ne peut pas être expert en communication interculturelle. On fait tous des erreurs. Ce qui est important, c'est d'apprendre de ces erreurs. La communication interculturelle, elle a commencé à être étudiée dans les universités américaines après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que tout à coup, avec la guerre et avec l'avancée des technologies, il y a eu davantage d'échanges commerciaux internationaux qui étaient beaucoup plus compliqués avant. Donc, tout à coup, les chercheurs se sont rendus compte que mince, il y avait parfois des malentendus, même si on pratiquait la langue, même si on savait parler ou français couramment ou anglais couramment, il y avait des problèmes.
des incompréhensions, ça pouvait mener à des ruptures de contrat, des ruptures d'agrément. On a vu récemment pas mal de soucis dans les journaux. Vous avez certainement tous entendu parler des problèmes des sous-marins. Dans nombre d'articles, ils évoquaient des problèmes de différences culturelles entre l'Australie et les Français. On a lu plus récemment des soucis de LVMH aux États-Unis avec également des problèmes culturels. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut ignorer quand on souhaite s'installer dans un pays étranger, quel que soit le pays. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que quand on étudie l'histoire, on arrive mieux à comprendre pourquoi il y a ces différences. En ce qui concerne, je vais vraiment me focaliser sur les différences entre les Français et les Américains. Je vais toutefois signaler que ce n'est pas forcément une généralité. Il faut faire attention, il y a des exceptions comme partout. En fonction du passé de la personne, si la personne, par exemple, était née en Italie, a immigré en France et puis finalement est partie s'installer aux États-Unis, la façon d'interagir avec ses partenaires commerciaux vont être différents parce qu'il a aussi un passif italien. Et il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de communiquer. Chaque culture est différente et a ses propres codes. Donc, la première grosse différence, et Christina en a parlé, c'est la notion de hiérarchie. Alors, quand on étudie la langue française, vous savez tous qu'on a le tutoiement et le vouvoiement. En anglais, ça n'existe pas. Tout le monde, en gros, se tutoie. Il y a beaucoup moins de notions de hiérarchie aux États-Unis. Il n'y en a quasiment pas dans les entreprises privées où il est tout à fait acceptable et normal de copier le PDG dans tous les emails et que tout le monde répond « reply all ». Alors qu'en France, comme vous le savez, le PDG, on ne va pas le copier dans tous les emails, on va faire très attention à ce qu'on va dire, on va être très respectueux de la hiérarchie. Aux États-Unis, en général dans le privé, en particulier dans les startups et dans les nouvelles entreprises, il y a un niveau égalitaire qui se ressent aussi dans la façon de s'habiller. Quand vous voyez les PDG de grosses startups ou les gros noms, vous voyez très bien qu'ils ne sont pas habillés en costume cravate. Tout ça, ça se ressent aussi dans la tenue vestimentaire. Il y a quand même des hiérarchies, attention, bien sûr, dans le milieu militaire, juridique et dans la plupart des administrations. Les universités, vous avez le doyen, tout le monde ne va pas aller taper sur l'épaule du doyen. Il faut quand même faire attention, mais en général, c'est comme ça. Ça se ressent aussi dans les relations entre les employés et les patrons. J'ai souvent des patrons français qui ne sont pas contents parce que leurs employés américains prennent des initiatives sans leur dire. Alors, il faut comprendre qu'aux États-Unis, l'initiative est mise en avant. Elle est récompensée. Et un employé, en général, ne reçoit pas des tâches très détaillées. Il reçoit une tâche générale. C'est-à-dire, on lui dit, tu es en charge de ce projet et tu te débrouilles, tu le fais comme tu veux, mais tu es en charge de ce projet. Ce qui va être important, ça va être la réussite de ce projet. Et le PDG ne va pas vouloir savoir tous les détails et comment l'employé va mettre en place le projet à partir du moment où le projet est une réussite et qu'il est accompli dans les temps. En France, vous savez très bien que pour un projet, le superviseur va vouloir être mis au courant, va vouloir connaître tous les détails. Donc, la notion de hiérarchie, c'est vraiment une grosse différence entre la France et les États-Unis. Je voudrais faire une petite pause 2 secondes. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, mes amis panélistes? Ça vous paraît, ça vous parle quand je dis tout ça? Oui. Moi, je dirais surtout la partie sur la prise d'initiative. Justement, c'est quelque chose où, moi, je vois avec mon équipe, alors les formateurs sont pour la plupart américains, ils sont, on va dire, anglophones, issus de culture plutôt anglo-saxonne. Et effectivement, moi, je vois que je peux justement leur dire, est-ce que tu peux me créer un document? Est-ce que tu peux m'écrire un texte qui présente ça? Et après, la personne, il va partir, il va faire son travail, il va revenir et il va me présenter ce qu'il a fait. Après, on va corriger, revoir ça ensemble, etc. Mais je vois qu'avec d'autres membres de l'équipe ou d'autres nationalités,
qui sont peut-être plutôt européens, etc. Là, il faut vraiment expliquer étape, qu'est-ce que je veux. La personne va me demander, je trouve pas comment faire ce truc. Et en fait, il y a beaucoup plus d'accompagnement, justement. Et alors qu'avec les Américains, c'est plutôt, est-ce que tu peux faire ça? Hop, il va le faire. Alors, pareil, il n'y a pas de meilleure façon que d'autres, mais il faut juste le prendre en compte, en fait, quand on travaille avec des personnes de cultures différentes. Et c'est important parce que ça, c'est dû en grosse partie à notre éducation, au système scolaire français-américain qui sont différents. En France, comme vous le savez, on demande énormément de rédaction et de recherche et de introduction, développement, contre-proposition, conclusion. Ça, c'est en France. Ça va se retrouver dans nos emails et dans nos façons d'envoyer nos emails. Aux États-Unis, mon fils est au lycée ici américain, il n'a pas des rédactions à faire. Il a des Q&A, donc des questions-réponses. Donc, est-ce que quelle est la date de telle chose? Réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de structure à faire. Et ça se retrouve complètement dans la façon de travailler aussi, de communiquer. Les Américains vont être plus directs dans la façon de communiquer par email. Ils vont avoir aussi plus de facilité à communiquer par téléphone que nous. Et ça, c'est dû à deux choses. D'une part, cette éducation, que les Américains vont droit au but et vont pas passer par des développements pour expliquer pourquoi ils sont arrivés à cette conclusion. Ils vont donner leur conclusion d'abord et si besoin après, ils vont développer. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que nous, les Latins, et vous le voyez, on a tendance à utiliser beaucoup de gestuels et à s'exprimer non seulement avec les mots, mais aussi avec notre façon d'être et de se comporter. Et les Américains vont beaucoup moins utiliser d'expressions. Alors, quand je dis les Américains, en général, encore une fois, en fonction de l'historique, en Arizona, on a beaucoup d'immigrés, d'expatriés mexicains. Les Mexicains sont des Latins, ils vont aussi parler avec les mains, ils vont avoir aussi une notion très importante de hiérarchie. Mais les Américains, en général, vont être plus posés, ne font pas bouger. Et j'avais eu cette conversation avec un de mes contacts professionnels ici, une Américaine de plusieurs générations qui, pendant un café, pendant notre discussion, elle tenait sa tasse comme ça, sans bouger. Elle me regardait sans bouger, alors que moi, je m'exprimais avec mes mains. Et c'est pour ça aussi que pour les Américains, il est plus facile de s'exprimer par téléphone, alors que pour nous, on préfère les entretiens en personne et on est moins à l'aise avec le téléphone. Une autre chose qui est très, très, très importante aux États-Unis, et quand vous avez des rendez-vous professionnels, il ne faut surtout pas se louper, c'est la notion de temps. On dit toujours, pour les Américains, le temps, c'est de l'argent, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'ici, un webinaire qui est prévu de commencer à 10h00, il va commencer à 10h00. Il est prévu de se terminer à 11h00. S'il se termine à 11h02, ils vont s'excuser en disant « Désolé, on a débordé de 2 minutes ». Pour vos rendez-vous, quand vous avez des rendez-vous avec des Américains, que ce soit téléphonique ou en personne, toujours être à l'heure, jamais en retard. Si vous voyez que vous allez être en retard, il faut prévenir et s'excuser à l'avance. Et Christina en a parlé également pendant sa présentation. Quand vous avez un déjeuner ou un dîner ou une rencontre, les Américains vont avoir une petite conversation, mais très courte pour faire votre connaissance, mais ça va être droit au but, au business. Ils vont tout de suite parler business. Les déjeuners, ça ne va pas être pour faire connaissance, contrairement à nous. Ça va être vraiment pour travailler. Et éventuellement, à la fin de la réunion ou à la fin du déjeuner, là, ils vont poser des questions un peu plus personnelles. La grosse différence, c'est que les Américains sont dans l'action alors que nous sommes dans l'être. Nous, les Latins, on aime faire connaissance et avoir confiance avant de faire du business. Les Américains, ils vont faire business tout de suite. Ils vont d'abord faire
le travail, parler travail. Et une fois que le travail est fait, là, éventuellement, ils commenceront à faire connaissance avec vous. Mais c'est quelque chose qui peut être très perturbant quand vous commencez une activité aux États-Unis. C'est que nous, on a tellement l'habitude d'apprécier le repas, d'apprécier le bon vin, un verre, etc., et de faire connaissance autour d'une table, que quand on se retrouve à un déjeuner, que la personne nous dit tout de suite, bon alors, qu'est-ce que vous avez à me vendre, qu'est-ce que vous me proposez, quels sont vos projets à court terme, à long terme, on se retrouve un peu acculé et on est surpris. Donc, il faut être préparé pour ça également. Quand on a un rendez-vous avec un Américain, il faut que le projet soit prêt. Vas-y, Christina. J'allais dire, de l'autre côté, c'est hyper frustrant aussi. Mais justement, ça montre les différences culturelles. Moi, je sais, maintenant, avec l'expérience, je sais que je ne peux pas le faire, mais j'ai tendance, quand je commence à discuter avec un client potentiel, à négocier, ça prend 15 plombes, etc. Moi, j'ai envie juste de dire, bah, tu l'achètes ou pas? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va encore continuer à discuter pendant des heures ou est-ce qu'on s'arrête là? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Donc, après, c'est vrai que les Américains, ils ont cette tendance à… Et justement, j'écoutais un podcast l'autre jour, je retrouverai les références parce que c'était vraiment très intéressant, qui disait que justement, il ne faut pas s'étonner à un déjeuner d'affaires que dès qu'on commence, en fait, dès que le premier verre d'eau est servi par le serveur, on va commencer tout de suite à attaquer vraiment la discussion professionnelle, en fait. Et puis, une fois qu'on a terminé, en gros, une fois qu'on a terminé le travail, après, on peut parler de ce qu'on va faire ce week-end, etc. Mais c'est vraiment, on va déjeuner avec, on va dire, un contact professionnel pour travailler, pas pour déjeuner, en fait. On mange parce qu'il faut bien manger, mais l'objectif premier, ça va être de travailler. C'est exactement ça. Et j'ai une petite anecdote, et je te laisserai la parole après, Alexandre. je te vois. Juste, c'est par rapport à mon expérience quand je travaillais à l'ambassade des États-Unis à Paris. Donc, à l'ambassade, donc beaucoup de monde ne le sait pas, mais en fait, il y a 60% d'employés locaux français à l'ambassade à Paris, 40% de diplomates américains. Donc, je travaillais au sein du bureau de l'ambassadeur. Et j'avais une collègue américaine qui était super, que j'adorais, super efficace, toujours top, vraiment une top professionnelle. Mais mes collègues français ne l'aimaient pas du tout. Parce que la pauvre collègue américaine ne disait jamais bonjour le matin. Et ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps ici avec des francophones expatriés aux États-Unis. Elle arrivait, elle nous disait bon, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et moi, en fait, j'ai pas de mal à m'adapter à la manière de faire, d'être dans l'action des Américains parce que je suis comme ça. J'aime bien aussi faire mon travail et donc, c'est pour ça que j'avais moins de mal avec elle et je la respectais énormément. Mais ça posait des problèmes. Elle disait, oh, on la déteste, elle dit jamais bonjour, elle n'est pas polie. Et puis un jour, cette collègue me dit, je peux te poser une question? Je lui dis, oui, bien sûr. Elle me dit, mais vous dites vraiment bonjour tous les jours en France? Et on se fait la bise. Et on se fait la bise. Je lui dis tous les jours, et si on se revoit dans la journée, on se dit même rebonjour. Ça fait partie de notre, encore une fois, la différence entre être dans l'action et faire. C'est cette grosse différence entre les Français, les Latins en général et les Américains. Et une fois qu'elle a eu compris ça, elle m'a dit, oh, il faudra que tu me le rappelles. Et après, parfois, il n'y avait rien à faire. Elle avait son naturel qui revenait. Elle rentrait dans le bureau. Bon, il faut faire ci. Je la regardais en souriant. Je lui disais bonjour. Et là, elle posait. Elle disait pardon, bonjour. Ça va aujourd'hui? Et hop. Et après, c'était bon. Et du coup, ça, c'est un truc tout bête, mais ça a permis de réduire des tensions au sein de l'équipe. Comme quoi, des fois, il suffit de pas grand-chose. Vas-y, Alexandre. Je voudrais un tout petit peu peut-être modérer ce que vous avez dit par le reflet de ma propre expérience en tant que manager d'entreprise et d'une chambre de commerce dans des activités totalement différentes. Après 6 ans, je n'ai pas du tout, moi, la même analyse que vous. Très honnêtement, à moins de travailler avec Boeing, JetBlue, le gouvernement américain ou Thales ou ce que vous voulez, 80% des employés c'est du taylorisme sans réflexion.
S'ils n'ont pas de handbook, ils ne savent plus faire, ils ne savent plus gérer. Donc, je voulais juste modérer un petit peu ce que vous avez dit parce que votre expérience est relative, à mon sens, à certaines institutions, des grosses entreprises parce que c'est vos marchés. Et j'en appellerai à Sylvain qui a un panel d'entrepreneurs derrière lui. Les employés, c'est un vrai souci ici pour beaucoup de raisons et parce que aussi parce que le fait qu'ils n'ont peu de compétences pour beaucoup, à moins de taper dans des salaires à 100 000 $ par an et de commencer à embaucher des gens qui vont manager. Là, ils vont avoir effectivement l'habilité à thinking out of the box. Mais très honnêtement, Christina, j'en ai jamais rencontré, moi. Je suis désolé. Hein, mais ce que dit Alexandre, moi je rebondis et effectivement je partage parfaitement. Il y a deux mondes. Hein. Il y a effectivement, mais là-dessus je pense que c'est pareil en France. Hein. Ah, oui, il y a deux mondes, c'est-à-dire qu'il y a des jobs où effectivement, moi quand je travaillais en France, la plupart de mes collaborateurs étaient cadres, c'est-à-dire que je travaillais dans la banque et j'avais des collaborateurs qui effectivement prenaient beaucoup d'initiatives, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans une usine. Attention, hein, que ça soit pas mal interprété, hein. Mais voilà, ou dans un commerce. Donc ça va vraiment dépendre du type. Et effectivement, le monotâche est une réalité aussi. Hein. Les gens sont souvent formés à une tâche. C'est d'ailleurs pour ça que les franchises fonctionnent si bien. Tu as parlé des handbooks. Et le niveau moyen, il faut être honnête avec ça. Le niveau moyen, on est beaucoup plus polyvalent en France parce qu'on est formé à beaucoup de choses et qu'on veut, on met toute une classe d'âge, voilà, on connaît les stratégies, etc. Ce n'est pas le cas ici pour tout un tas de raisons et ça dépend des États. Alors ça, c'est aussi la Floride. Très, 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 très cher. Donc, vous ne faites pas d'études. Donc, si vous embauchez quelqu'un qui n'a même pas le bachelor, je veux dire, c'est à chaque fois la même chose. Hein. Et pour avoir un bachelor, ça vous a coûté un bras. Hein. C'est aussi la Floride. Hein. C'est aussi la Floride. Il faut aussi remarquer dans nos secteurs géographiques. La Floride n'est pas obligatoirement un des États les plus porteurs sur les jobs à très haut salaire, etc. Typiquement, une ville comme Orlando est une des villes où le salaire moyen est un des plus bas. Pourquoi ? C'est tiré vers le bas par les parcs d'attractions. Les parcs d'attractions, c'est du job à 10 $. Hein. Et comme c'est des très, 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 très gros employeurs, ça tire le salaire moyen vers le bas. Donc, typiquement, quand vous travaillez chez Disney dans un parc d'attractions, on ne vous demande pas de réfléchir. Hein. On vous demande d'obéir. D'ailleurs, je suis désolé, mais les visas H1B, tous les high skill, etc., on fait venir les États-Unis, achètent des brevets, achètent des gens pour les faire venir. Donc, c'est parce qu'il y a un manque de formation, ou tout au moins que c'est très, très cher, etc. Ça tend à prouver ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est pour ça que sortie des grandes villes et du tertiaire, voilà. Je vais revenir aussi sur, excuse-moi, je te coupe, je vais revenir aussi sur un point de Flora que je voudrais vraiment appuyer dessus, où elle a raison sur la différence de communication dans le business et la notion d'aller straight to the point dans une négociation, etc. Il y a aussi un autre élément, et là je le vois moi en tant que, avec les contrats que je négocie et les contrats que je gère, il y a un moment pour la négociation. Il y a un moment pour l'accord, mais une fois qu'il y a un accord, la négociation, elle est terminée. Et ça, c'est vraiment très, très, très… Moi qui suis tout le temps entre des Français et des Américains, c'est extrêmement compliqué de dire à un Français, attendez, stop, c'est fini la négociation. La négociation, c'était avant. Maintenant, vous avez signé. Donc maintenant, si vous vouliez ça, il fallait le dire avant. Et c'est vrai qu'en France, on a cette culture du consommateur protégé, surprotégé, cocooné, où en France, on signe quelque chose. Des fois, on se demande quelle valeur ça a, parce qu'on a 15 jours de réflexion, 3 semaines de réflexion, et puis on peut se retourner derrière sur des vices cachés. Il n'y a rien de tout ça ici. Ici, vous avez un contrat, il fallait lire le contrat avant de signer, et en tout état de cause, une fois la négociation terminée, on ne revient pas sur un contrat. Donc, et ça c'est
c'est vraiment, je vois vraiment des gens qui se mettent d'accord sur quelque chose en France et puis qui derrière, ah oui, on n'avait pas parlé de ça. Ah oui, mais il fallait en parler avant. Hein. Là, je suis désolé, c'est pas compris dedans. Si c'est pas compris dedans, ok, c'est en plus. Ou alors, non, c'est pas du tout possible. Vous l'avez pas évoqué avant. Donc, il y a une notion américaine qui dit do your homework. Do your homework, ça veut dire travailler sur ces sujets-là avant. Quand vous avez signé, c'est trop tard pour négocier. Et je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je vois que l'heure tourne et mon temps se termine. Il va falloir répondre aux questions, mais il y a plusieurs points que j'aurais pas le temps d'évoquer. Mais l'un sur lequel je voulais revenir, c'était le positivisme dont a parlé Christina. Il est très important quand vous avez une réunion, un rendez-vous professionnel avec des Américains, si vous n'êtes pas sûr de ce qu'ils sont en train de faire ou que vous avez des critiques, de ne pas les formuler devant un groupe. Vous pouvez formuler les critiques à part, en parlant avec la personne après, mais toujours en gardant le côté positif. Oui, je trouve le projet super, je suis très intéressée, j'ai vraiment hâte de commencer. J'ai juste une petite question par rapport à ça. Et c'est là, j'ai juste la petite question par rapport à ça qui est très, très importante. Et ça sera la même chose quand vous avez des retours de superviseurs américains. Les superviseurs américains, si vous êtes employé par un Américain, ils vont jamais vous dire nul, 0 comme à l'école, comme nous en France, 0 à refaire, tu copieras 10 fois dans ton cahier. Ça va être toujours très positif le retour. Super employé, très bien. Il y a juste ce petit truc-là, j'aimerais bien que tu travailles là-dessus. Et en fait, juste ce petit truc-là, là, il faut vraiment faire très attention parce que vous risquez de vous faire renvoyer 2 semaines plus tard. Donc, il faut faire attention au niveau des critiques qui vont toujours être plus subtiles que pour les Français, que les Français vont dire directement ce qui se passe. Et ça peut être aussi un problème pour des chefs d'entreprise français avec des employés américains. Les employés américains vont très, très mal prendre une critique. Ils n'ont pas l'habitude. À l'école, ils vont avoir A, B, B+. Dans certains États, ils suppriment les D et les E parce que c'est pas bien de mettre un D ou un E. Donc, il faut faire attention à ça quand vous avez aussi des employés américains, que vous risquez de perdre vos employés si vous avez une critique directe. Voilà, je voudrais terminer là-dessus. Et après, je pense qu'il faut qu'on prenne les questions. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais le temps nous est compté. On va faire un V2, une version 2. Voilà. J'ai pensé à plein de choses. Pour le développer. Et d'ailleurs, Flora, je vois dans le chat que quelqu'un a réagi à ce que tu viens de dire et il dit c'est la même chose à l'école pendant les études ici, en fait. Voilà, c'est ça. Tu as les notes. Le prof va te dire tout est bien sauf ça. Voilà, il faut juste que tu modifies ça, mais il faut absolument que tu modifies ça. Parce que sinon, c'est exactement ça. Et ça, c'est très, très important. Très important, si vous n'êtes pas au courant de ça et que vous ne faites pas attention à ces petits détails, c'est là que vous risquez d'avoir un problème. À l'inverse, good job, c'est pas obligatoirement un compliment. Non. À l'inverse, et pareil, le fait que les Américains soient super sympas, super accueillants, ça veut pas dire que c'est vos potes pour la vie. N'oubliez, moi, je parle toujours, j'ai toujours cette expression qui me vient à l'esprit. It's not personal, it's business. C'est la façon de planter un coup de couteau dans le dos en te souriant. Donc voilà, c'est le genre de choses à faire attention. Qu'est-ce qu'on a comme question alors? Alors, c'est parti. Alors, on a quelques questions et aussi quelques commentaires que je vais lire. La première, il me semble qu'elle est plus dirigée à Christina, on l'a eu au tout début. Et tu peux juste répondre en disant que la personne peut te contacter. Mais quels sont le coût des cours de coaching, que ce soit en individuel ou en personne pour les entreprises? Oui, bonne question. La personne peut effectivement me contacter si il a un projet ou quelque chose de très précis qu'elle veut voir si on peut mettre en place. Mais alors la fourchette, c'est très large parce que ça dépend de ce qu'on veut faire, mais ça commence avec un club de conversation à 49 € par mois. Et ça va jusqu'à vraiment un accompagnement en coaching neurolinguistique à 3 000 € pour les 3 mois. Donc, et entre les deux, on a plusieurs offres différentes à des tarifs différents. Donc, le plus simple, c'est soit d'aller sur christinerebuffet.com et de regarder justement les différents programmes ou de me contacter directement et je peux mettre l'adresse du site et mon adresse mail
dans le chat Ouais. pour permettre à la personne d'avoir plus de renseignements. On les repassera de toute façon, les coordonnées sur tous les réseaux sociaux. OK. Là. Merci Clémence. Je vois que Clémence nous quitte, mais elle nous remercie pour le webinaire. Merci Clémence. Une autre petite question. Donc, on a parlé de l'apprentissage, de l'adaptation des adultes, mais qu'en est-il des enfants? Est-il facile pour eux de s'adapter et d'apprendre l'anglais? Alors, je peux répondre parce que j'ai déménagé aux États-Unis avec mes 2 enfants français en juillet 2020. Donc, ça fait pas 2 ans encore. Et mes enfants à l'époque avaient 12 et 16 ans, ce qui n'était pas forcément optimal pour une expatriation, vu leur âge. Donc, encore une fois, nés, élevés en France dans le système éducatif français. Ils se débrouillaient un peu en anglais, mais ils n'étaient pas bilingues. Et maintenant, tous les 2 sont bilingues. Donc, je ne vais pas dire que ça a été facile. Les premiers mois ont été difficiles parce qu'encore une fois, c'est un gros choc culturel, grosse différence d'adaptation. Mais maintenant, tout va bien. Je vais rebondir sur ça aussi. J'ai déménagé ici à 15 ans. On m'a mis directement dans une école américaine. Au début, bien sûr, c'est compliqué. Tu ne parles pas anglais, tu ne connais personne. Mais en fait, les Américains sont très sympas. Les profs ont acheté des dictionnaires français-anglais quand même pour m'aider à apprendre, ce qui est un truc qui n'arriverait jamais en France. Et puis même, les gens viennent vers toi, te demandent, ils t'aident pour trouver tes classes, etc. Et en fait, au fur et à mesure, en étant juste immergé dans une école où il n'y a que de l'anglais, bah, on apprend tout seul, en fait, tout simplement. Et je crois que Sylvain et Alexandre, vous pourrez dire pareil pour vos enfants. Hein. Ouais, ma fille, 3 mois. Elle est arrivée à 6 ans. En 3 mois, elle était quasiment bilingue. 6 mois, elle était bilingue parfaitement. Et elle continue, 6 ans après, à m'apprendre des choses. Quoi. C'est ça. Et même aujourd'hui, je pense qu'elle parle presque mieux anglais que français, puisqu'elle le pratique en fait. Malheureusement, hélas. Mais m'en parle américain. Pas Anglais, américain. Américain. Mon fils qui est arrivé à 5 ans, son français est parfois approximatif. Pour parler de ça, donc nous on est venu avec 3 enfants, donc on l'a vu, donc même chose que tout ce qui a été dit, hein, ça n'a vraiment pas été un problème. Dans les accompagnements de Français, de familles françaises qu'on a accompagnées ici, plus de 100 familles, j'ai perdu le compte, hein, mais plus de 100 familles, c'est sûr. Les seuls cas où on a vu des problèmes avec les enfants, c'est que les parents avaient des problèmes. Alors, on a eu un ou 2 cas où il y avait des problèmes avec les enfants à l'école, mais en fait, les enfants rentraient à la maison et les parents critiquaient les Américains à longueur de journée. Et les Américains sont comme ci, et les Américains sont comme ça, et les Américains sont comme ci, et les Américains sont comme ça. Et après, quand on rencontrait les enfants, eh ben, c'était copier-coller. Ça se passait mal pour les parents, c'est les quelques très rares cas, très très rares, hein, où ça s'est mal passé. En fait, on s'est rendu compte que ça se passait mal pour les enfants parce que ça se passait mal pour les parents. Et juste un niveau, enfin, au niveau de l'apprentissage de la langue et l'accent notamment, en fait, jusqu'à la puberté à peu près, en fait, l'oreille est très plastique, c'est-à-dire qu'il est toujours en train de se mettre en place, ce qui fait qu'un enfant, en fait, qui va suivre ses parents en général dans un autre pays, s'il n'a pas encore passé la puberté, il peut encore apprendre la langue sans accent. C'est plus on s'éloigne de cette période de puberté, plus ça devient difficile de ne pas avoir son accent. C'est pas impossible, mais ça va demander trop de travail pour l'intérêt que ça va apporter, à mon avis. Mais si un enfant il arrive dans un pays, il n'a pas encore passé la période de la puberté, il peut tout à fait apprendre la langue sans avoir son accent de sa langue maternelle. Après, c'est pas forcément mieux ou pire, mais c'est juste pour dire que biologiquement, c'est comme ça que ça se passe, l'apprentissage. Christina, je suis complètement d'accord avec toi et ça se voit dans ma famille et je pense aussi chez Sylvain qui a plusieurs enfants de différents âges. Je suis l'aîné, j'ai un très bon anglais, je parle parfaitement anglais, j'ai encore un petit accent. Mon frère qui est un peu plus jeune que moi, il n'a quasiment pas d'accent et ma sœur, elle est américaine. Elle a un accent quand elle parle français. C'est très intéressant à voir. J'ai vu un autre petit message de IU, donc on n'a pas son nom et son prénom, juste les initiales. Alors ça, je vais vous dire de contacter directement la Framco ou la Fabco.
c'est pour parler, c'est vraiment quelque chose de très précis. Et sinon, dans les commentaires, il y en a un de Daphné qui a été et d'ailleurs, on en a parlé aussi. Elle dit d'éviter les repas assis de 3 à 4 heures avec les Américains. C'est juste quelque chose de pas possible pour eux. Non, Il mais vaut mieux faire un ça n'a pas apéritif lieu. dîner soir. Voilà, c'est ça. Il C'est pas vaut qu'on mieux faire un évite, c'est que ça apéritif n'a pas dîner lieu. soir Ouais. en leur donnant le choix. Ils peuvent rester 5 minutes, ils peuvent rester 2 heures, mais c'est eux qui décident. Donc, j'ai trouvé très pertinent. Donc, Moi, oui, là. alors ça, là aussi, c'est vrai. Moi, tous nos amis américains, on mange avec eux assis, ils viennent à la maison, on vient chez eux. Voilà, ça met du temps, ça se fait pas comme en France. C'est pas tu frappes à la porte, ça met 2 ans, etc. Mais aujourd'hui, je ne concevrais même pas, tu vois, ne pas manger avec eux assis ou voilà quoi. Donc, ça met du temps. Mais voilà, c'est quand même les choses petit à petit, elles se font. Ouais. Et c'est juste une anecdote, enfin un peu rigolo, c'est quand on s'est mariés, mes parents ils sont venus des États-Unis et je leur expliquais un peu comment ça allait se passer, un mariage en France et que ça dure des heures et des heures. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 8 heures? J'ai dit, je sais pas, le repas déjà ça dure 3-4 heures, mais on va faire quoi pendant 3 heures? Je sais pas, manger, enfin, parler, discuter. Et en fait, c'est souvent, c'est vraiment, ils sont, mais comment c'est possible en fait? Mais parce que c'est une autre approche, une autre culture de tout ce qui est la cuisine, le repas, etc. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est le cas aussi dans le business. Hein, quand en France, bon, Oui. c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais on prenait des longues pauses déjeuner quand même. Les Ici, réunions. c'est pas le cas. Les réunions en France, J'ai vu une autre question, mais il me semble que tu viens d'y répondre en fait, Christina, dans le chat. Oui. Alors, juste pour l'anecdote, vous parlez dans le chat, donc effectivement, il y a quelqu'un qui parle du TOEFL. Alors, il s'avère que le TOEFL, j'ai dû le passer après 10 ans de vie aux États-Unis, et je pensais y aller les doigts dans le nez. Le TOEIC, c'est facile. Le TOEFL, c'est plus dur le TOEFL. Oh, les textes. Alors, le TOEFL, c'est plein de tests différents. Une partie qu'on écoute, une partie qu'on lit. Enfin, mais alors, les textes sont d'un. Alors, c'est hyper scientifique. Et les textes, j'ai été scotché du genre une bactérie qui fait pleuvoir. Je vais être honnête, je ne suis pas tout à fait familier avec ce genre de notion-là. Alors, soit j'ai eu un mauvais tirage au niveau des textes, mais honnêtement, alors je ne suis pas mécontent parce que je crois qu'au final, j'ai eu 106 sur 120, ce qui a priori est une assez bonne note, puisque pour les universités, il faut 90 ou 95 dans ce genre. Mais j'en garde un souvenir ému. C'est un des tests les plus durs que j'ai passé. Ouais. Donc, voilà pourquoi. Enfin, non, c'est pas pour la raison pour laquelle on ne le fait pas. Mais c'est surtout, nous, on travaille plus avec le TOEIC parce que c'est souvent plus ce qui est demandé dans les entreprises. Et écoute, le reste des commentaires, Christina, sont aussi pour toi, je pense. C'est des très bons commentaires et les gens te recommandent. Je vois. Je vois. En fait, justement, dans les noms des participants, je me suis dit, ah bah, je le connais. Et c'est, je vais juste en profiter peut-être pour dire merci aux commentaires qui justement, des témoignages sur des personnes qui ont suivi les formations parce que vraiment, ça, c'est ce qui déjà, ça me fait plaisir personnellement, mais deux, c'est vraiment un très beau témoignage du travail qu'on fait avec mon équipe et c'est vraiment, nous, on tient vraiment à proposer des choses qui sont différentes, qui sont justement avec un peu cette culture américaine de positive attitude, mais quand même avec un peu la rigueur aussi de tout ce qui est la qualité française qu'on connaît et merci beaucoup. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup Flora et Christina d'avoir été nos intervenantes aujourd'hui. N'hésitez pas à les contacter. Voilà, je vois que Flora vient de mettre son adresse mail dans le chat. Il me semble que Christina aussi l'avait déposé un petit peu plus haut. Merci aussi beaucoup à Sylvain, comme d'habitude, avec qui on organise très souvent des webinaires avec la Framco et la Fabco, et à Alexandre aussi, bien sûr, qui est le vice-président de la Framco. Merci à tous. Si je peux juste rajouter quelque chose, on aurait l'occasion d'organiser plein d'autres webinaires parce qu'il y a tellement à dire. Quelque chose qu'on n'a pas signalé mais que je voudrais quand même préciser, on a évoqué un petit peu les différences régionales, donc la manière de communiquer va changer aussi en fonction si vous êtes sur la côte Est ou comme moi en Arizona. Mais on n'a pas parlé des nouvelles générations. Attention, il y a des gros changements qui sont en train d'avoir lieu.
d'une part à cause de la pandémie qu'on vient d'avoir, mais aussi parce que les jeunes, y compris aux États-Unis, maintenant ont différentes attentes et espèrent trouver une meilleure qualité de vie et travailler peut-être un peu moins et profiter un peu plus. Et ça, c'est une tendance que je constate partout. Donc, c'est quelque chose à souligner. C'est peut-être là une force des Français qui ont l'habitude d'avoir 5 semaines de vacances. Peut-être que vous aurez plus de possibilités de garder des employés si vous offrez davantage de congés. Voilà. Merci à tous. Ouais, merci. Bye bye. Et puis, on Merci. vous verra dans un prochain webinaire. Bonne soirée, Ouais. bon après-midi, bonne journée à tous. Bonne soirée. À bientôt. Allez, Merci. ciao. Brando Au revoir. out. Ciao.